CERCOG est un projet interdisciplinaire tourné autour du cerveau et de la cognition, abordé sous différents aspects, que ce soit clinique, social, environnemental ou bien d'autres. Les CERCOGcast visent à présenter les différents axes à travers des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du CERCOG. Je me présente, je m'appelle Sébastien Rigolet, je suis actuellement en début de 3e année de thèse à l'Institut des neurosciences de Grenoble et je travaille sur les ultrasons focalisés pour perméabiliser la barrière hémato-encéphalique dans l'équipe neuroimagerie fonctionnelle et perfusion cérébrale dirigée par Benjamin Lemasson et Thomas Christen. Je suis aussi membre du conseil junior CERCOG. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Inès Rachidi, médecin neurologue spécialisée en épilepsie. Bonjour Inès. Bonjour Sébastien, merci de cette invitation. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail et nous détailler notamment ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, je suis actuellement chef de clinique assistante en épilepsie dans le service de neurologie du CHU de Grenoble. J'ai réalisé mon internat de neurologie au CHU de Grenoble et en parallèle, j'ai débuté un double cursus médecine-recherche pendant mon premier et deuxième cycle des études médicales avec un master 1 en sciences du vivant, avec des stages de recherche plutôt en recherche biologique fondamentale. Et ensuite, au cours de mon internat, j'ai fait un master 2 en neuropsychologie et neurosciences cliniques à l'UGA, avec cette fois-ci un peu plus de recherche clinique. J'ai ensuite effectué un fellowship clinique en épilepsie à l'Université de Montréal, au Québec. Et donc là, je suis de retour en épilepsie au CHU de Grenoble. Donc, sacré parcours avant de débuter cette thèse de médecine. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus le sujet, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'était mon travail de thèse exercice de médecine sous la direction de Dr Julien Bassin, de l'équipe cerveau, comportement et neuromodulation de l'Institut des neurosciences de Grenoble, et de Dr Lauriella Minotti, neurologue au laboratoire d'épilepsie du CHU de Grenoble, encadré par Roman Secchi, qui effectuait sa thèse de sciences, et avec la participation également de Antoine Collonclerc, qui faisait un post-doc. Et donc moi, c'était mon travail de thèse exercice de médecine. Donc en fait, l'idée de ce travail, c'était d'étudier le rôle de l'insula antérieure et du cortex préfrontal ventromédial, qui sont donc deux structures cérébrales différentes, étudier leur rôle dans la prise de décision risquée par le biais de stimulation électrique directe au cours de la stéréoélectroencéphalographie chez des patients épileptiques. Alors peut-être que tu peux nous détailler un petit peu plus qu'est-ce que la stéréoélectroencéphalographie pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet. Oui, tout à fait. Donc, en gros, dans notre service, on est amené à faire ce qu'on appelle des bilans préchirurgicaux de certains types d'épilepsie, des épilepsies focales pharmacorésistantes, chez des patients chez qui, parfois, on peut envisager une chirurgie d'épilepsie. Donc, dans le cadre de ce bilan préchirurgical, on peut être amené à faire de l'EEG intracrânien sous la forme d'une stéréoélectroencéphalographie, au cours de laquelle on est amené à implanter des électrodes cérébrales dans le cerveau du patient, dans les sites d'intérêt qu'on suspecte comme être la zone épileptogène, c'est-à-dire le point de départ de l'épilepsie. Et donc, dans le cadre de cette stéréoélectroencéphalographie, on est amené à faire des stimulations électriques directes qui ont avant tout une visée clinique pour déterminer si ces endroits qu'on stimule sont impliqués dans la zone épileptogène. Alors, pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec l'électroencéphalographie et puis la maladie de l'épilepsie, les électroencéphalogrammes nous permettent d'enregistrer l'activité électrique cérébrale afin de mieux redéfinir la zone malade, donc dans le cas de l'épilepsie, la zone épileptogène. Tout à fait. Et donc, par le biais de cette étude qui est avant tout clinique, ça nous permet d'effectuer des études de recherche clinique pour mieux comprendre le rôle de ces structures cérébrales qui sont justement très difficiles d'accès, qui sont souvent situées profondément dans le cerveau. Donc ça nous permet d'établir des protocoles de recherche assez intéressants comme celui-ci, où l'idée était de déterminer quel était l'impact de la stimulation électrique de ces zones cérébrales sur un comportement de prise de décision. Et du coup, cette stimulation électrique cérébrale, pour vérifier donc cet impact sur la prise de décision, quel était un petit peu le protocole et sur quoi est-ce que le patient devait jouer pour avoir un retour sur s'il a effectué une bonne prise de décision ou pas. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on était amené à faire passer au patient un jeu précédé par une décision de
choisir une offre risquée ou choisir une offre non risquée. Donc en fait, on affichait aux patients une somme d'argent qui risquait de gagner ou de perdre selon s'ils réussissaient ou non le jeu qui allait suivre. Donc le comportement risqué, c'était de dire « Ok, je prends le pari et je risque de gagner ou de perdre plus d'argent » ou non, je préfère l'option un peu plus sécuritaire où les sommes d'argent mises en jeu sont minimes. Et ensuite, il allait faire le jeu qu'il allait réussir ou qu'il allait échouer. Et donc, l'idée était de faire passer des essais sans stimulation électrique de la structure cérébrale et des essais avec stimulation et de comparer le comportement de prise de décision entre les essais sans stimulation et les effets avec stimulation pour voir si le patient se comporte de manière différente lorsqu'on stimule soit l'insula antérieure, soit le cortex préfrontal ventromédial. Et alors, les résultats, est-ce que une zone peut-être est plus privilégiée que l'autre? Est-ce que la stimulation est efficace ou pas? Est-ce que... Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait en fait déjà pas mal de données d'imagerie fonctionnelle, d'études lésionnelles, d'études chez l'animal, qui font penser que effectivement l'insula antérieure et le cortex préfrontal ventromédial font partie de tout le réseau cérébral impliqué dans la prise de décision. Et toute cette littérature scientifique qui est abondante, laissait entendre que l'insula antérieure est plutôt du genre à favoriser les comportements non risqués, tandis que le cortex préfrontal ventromédial aurait plutôt tendance à favoriser les choix risqués, la prise de risque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on démontre avec notre étude déjà qu'effectivement, ces structures semblent bien impliquées dans la prise de décision parce qu'on voit un impact de la stimulation sur la prise de décision, mais on trouve des résultats encore plus novateurs, je dirais, que ce qu'on a déjà avec les données d'imagerie fonctionnelle, parce qu'en fait, on voit un effet différent de la stimulation selon la portion de la structure cérébrale stimulée. C'est-à-dire qu'ici, on retrouvait que stimuler la portion plutôt ventrale de l'insula antérieure, ça allait plutôt limiter la prise de risque, alors que stimuler l'insula antérodorsale, ça allait augmenter la prise de risque. Pour le cortex préfrontal ventromédial, le fait de stimuler la portion ventrale allait augmenter la prise de risque. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ce ne sont pas des données qu'on avait dans l'imagerie fonctionnelle. On n'avait pas une telle subdivision fonctionnelle régionale qui est évoquée par ces résultats. Donc c'est assez intéressant et c'est tout l'intérêt de la stimulation électrique qui permet d'avoir une meilleure résolution spatiale par une zone d'action très circonscrite par rapport à l'imagerie fonctionnelle ou par exemple aussi aux vieilles études lésionnelles où en fait il s'agissait souvent de patients humains qui avaient des lésions très étendues qui n'incluaient pas que cette structure cérébrale. Effectivement, super intéressant. Donc en fait, on pourrait moduler notre prise de décision en fonction de la stimulation qu'on effectue. Et actuellement, les patients ont subi des chirurgies pour être implantés. Est-ce qu'il y a des outils qui permettraient aujourd'hui de faire ça de manière non invasive peut-être et de manière assez précise pour justement moduler cette prise de décision au mieux et pas avoir un effet délétère? Alors, très bonne question. Je pense que c'est justement tout l'intérêt de la portée de ces résultats, à la fois en général sur plein de pathologies neurologiques et ou psychiatriques, j'ai envie de dire, où on sait qu'il y a une dysfonction de la prise de décision. On va prendre tous les comportements addictifs, par exemple. On sait qu'il y a une grosse dysfonction de la prise de décision. Donc, c'est très intéressant de mieux comprendre les bases neurales de la prise de décision et peut-être effectivement à terme d'envisager des approches thérapeutiques directes. On parle beaucoup en ce moment de neuromodulation non invasive par éventuellement RTMS, même si on sait que là, la cible est un peu profonde, donc plus compliquée, du neurofeedback, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais plus tard, en faisant bien sûr attention à toutes les dérives qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être une approche thérapeutique. Je pense aussi que l'autre portée un peu de ces résultats, c'est justement pour nous, en tant que neurologue épileptologue, pour les patients épileptiques qu'on va potentiellement opérer, parce qu'actuellement, ce n'est pas une fonction qu'on va dépister dans les bilans préopératoires, et c'est très important de se rendre compte de l'implication de ces structures dans la prise de décision, parce que ça peut éventuellement entraîner une modification du comportement de prise de décision post-opératoire. C'est une possibilité qu'on essaye d'ailleurs d'étudier avec nos propres études lésionnelles actuellement. Alors effectivement, en termes de poursuite de tes travaux de recherche, est-ce que tu comptes faire ça dans le cadre d'une thèse de sciences au sein de l'UGA ? Alors, je pense que je vais continuer à participer sur ces projets. Ce sera probablement pas le mien et je vais plutôt collaborer. Mais effectivement, le but de l'équipe de Jean, c'est de pouvoir continuer cette étude lésionnelle. J'ai commencé chez certains patients à l'Université de Montréal lorsque j'ai effectué mon fellowship clinique là-bas. Et le but sera de continuer sur les quelques patients qu'on a à la fois à Montréal et au CHU de Grenoble. L'intérêt étant de pouler parce que c'est vrai que c'est assez limité le nombre de patients qu'on opère de ces structures en particulier.
Merci Inès et merci chers auditeurs pour votre écoute. Ce podcast enregistré par les membres du CERCOG, qui est un regroupement des axes cliniques de cerveau et cognition des laboratoires de l'Université Grenoble-Alpes, nous permet tous les jours, tous les mois, d'en apprendre un peu plus sur ces thématiques enrichissantes. Je vous laisse abondamment partager ce podcast sur Twitter, LinkedIn et autres réseaux. Merci à tous. Merci beaucoup Sébastien pour cette invitation.